retardataires. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour cette troisième conférence plus intime, donc Lucien Page pour faire largement cette salle, notre auditorium, plus de convivialité. Donc je suis toujours M. Méronac, je n'ai pas changé, pour ceux qui m'ont vu hier, et les années précédentes, et j'enseigne toujours à l'université, et je travaille toujours pour la DEPA. Voilà, donc le troisième thème qui a été retenu pour ces conférences sur le transport est un sujet, alors cette fois-ci on est plus dans l'opérationnel transport, et donc la thématique, alors j'ai mis tout ça dans un même paquet en fait, parce que juridiquement la réponse est la même, c'est pour ça que tout a été mis dans le même paquet, qui est la problématique des livraisons sans contact, ainsi que l'arrivée de la ICMR, donc la lettre de voiture électronique, donc la CMR, enfin ce qu'on appelle la CMR qui est un mot impropre d'ailleurs, puisque la CMR c'est une convention, mais la lettre de voiture CMR qui aujourd'hui est dématérialisée, enfin qui peut être dématérialisée, comme l'est d'ailleurs en grande partie aussi depuis de nombreuses années les livraisons liées à la messagerie. Alors pareil, on va faire un petit constat de ce que se représente aujourd'hui, c'est quand même ces nouvelles technologies de livraison. Analyser quand même les risques liés à ces nouvelles technologies de livraison, notamment pour tout ce qui concerne les litiges à livraison et la façon dont les transporteurs et les donneurs, les chargeurs et les destinataires vont gérer les fameuses réserves, et puis est-ce qu'il y a des solutions pour contourner la difficulté. Donc, vous allez voir là aussi que je vous alerte, c'est un peu le rôle de ces conférences, c'est pas forcément de toujours entrer dans l'opérationnel vu le temps qui est donné, mais de vous donner effectivement des messages d'alerte sur ce qui risque d'arriver. Ça quand même va avoir des conséquences sur le mode du transport. Alors le constat actuel, c'est qu'aujourd'hui, on a effectivement un développement très important des modes, des pratiques, des nouvelles pratiques en matière de livraison. Alors, on va en distinguer en gros trois nouvelles pratiques en matière de livraison qui se développent, liées à la fois au développement du e-commerce, de la livraison de particuliers, mais également effectivement le premier, c'est la livraison en SaaS. Donc la livraison en SaaS qui consiste donc à livrer une marchandise dans un SaaS, on l'indique. Donc le conducteur livre la marchandise, pose la marchandise dans le SaaS et la marchandise est récupérée ultérieurement par le destinataire. Alors on a deux types de livraison en SaaS. Des livraisons en SaaS pour les particuliers, on appelle ça les consignes, donc qui se développent sur les Amazon Locker, etc. Donc qui sont des consignes permettant effectivement, Chronopost fait ça aussi, etc. Donc vous allez récupérer votre colis dans une consigne. Et puis effectivement, pour ceux qui sont en B2B, on a également le développement de livraison en SaaS en B2B, je pense notamment à tout ce qui concerne les livraisons des magasins de proximité en milieu urbain pour permettre effectivement des livraisons décalées, ce qui permet effectivement de livrer un franc prix monop à 4h du matin sans forcément avoir quelqu'un qui soit là à 4h du matin pour réceptionner la marchandise. Et ça permet effectivement de faire ce qu'on appelle des livraisons décalées. Après, voilà, ça se développe de plus en plus. On a également des livraisons, des secteurs qui sont sur des livraisons un petit peu exotiques, ce qu'on appelle des livraisons en coffre. Aussi, je suis certaines pratiques ce système-là, notamment dans tout ce qui est la maintenance, chariot élévateur ascensoriste, Tiscon, etc. Où les techniciens qui assurent la réparation de ces engins sont livrés dans le coffre de leur voiture. Donc le transporteur, il a un trousseau de clés avec des coffres des différentes voitures, il va dans le lotissement en question, il repère la voiture de M. Martin, il ouvre le coffre et il met le matériel dedans, ça permet derrière au dépanneur d'aller directement sur le mode du dépannage qui utilise des process assez originaux, des fois très inventifs, ça évite effectivement derrière, ça permet de gagner du temps dans le process. Vous savez, je commence à avoir des cheveux blancs, il faut aller toujours plus vite, pour gagner du temps, je ne sais pas sur quoi, enfin, il faut aller vite. Voilà, donc c'est le principe. Alors, la livraison ça se pose un problème, c'est qu'évidemment, vous vous doutez bien, on a un décalage. Alors, juridiquement, ce qu'on appelle, on a un décalage entre la remise physique de la marchandise, c'est-à-dire la dépose de la marchandise par le transporteur, et ce qu'on appelle son acceptation juridique par le destinataire, c'est-à-dire au moment où le destinataire prend en main la marchandise et va émarger la voiture. Donc, on a un décalage temporel entre les deux. Deuxième type de livraison qui sont développées, ce qu'on appelle alors j'appelle plus ça les livraisons Covid, mais j'appelle ça les livraisons en mode Covid, puisque quand même on va pas traîner ça pendant 300 ans, mais en tout cas ça a généré une nouvelle mode de livraison qui consiste effectivement pour un certain nombre de livreurs à ne pas assurer de contact avec le destinataire. Alors au mieux on est dans la situation de la photo où le livreur donne le colis à distance, coucou, machin, impossible. Et puis des pratiques qu'on va également se répandre de plus en plus chez les expressistes où la personne n'étant pas là. Alors ça concerne plutôt le B2B, la livraison
mode Covid. Le destinataire étant pas là, on se contente de mettre derrière la porte du garage et puis on se barre et puis vous recevez une notification sur votre téléphone portable de la part du site e-commerçant, vous dites que votre colis a été livré, vous n'avez vu personne, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne savez pas où il est. Donc voilà, donc ça se développe. Alors c'est très américain comme process, hein, c'est très anglo-saxon comme process, c'est énormément pratiqué. Amazon a une offre aux États-Unis qui fonctionne très très bien. En France, on est un pays latin, donc la tentation est grande. Voilà. Contourner un peu le principe, mais ça existe de plus en plus. Et là, alors, théoriquement, il n'y a pas de contact physique entre transporteur et destinataire. Troisième type de mode de livraison qui passe. Il y a un contact visuel, normalement. Il y a un contact visuel, tout à fait. Ouais. Oui, mais vous ne signez rien. Oui, c'est ça. Oui. Le mec, il regarde, il dépose, ça va, vous voyez un carton. Un carton à 2 mètres. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Par le temps, le mec, il dépose derrière. Et puis ça, on va se retrouver dans le premier cas, qui est une livraison, ça, ce qui dit pas son nom. C'est une livraison. Ce qu'on appelle couramment dans le métier, ce qu'on appelle des livraisons au pied de porte, c'est-à-dire qu'on met le colis devant le pied de porte et les gens le récupèrent le soir. Dans certaines tours de banlieue, je ne suis pas sûr que vous récupérez votre colis le soir, c'est un autre débat. Ensuite, dernier type de système qui se développe, ce qu'on appelle les livraisons ICMR. Alors pourquoi je les ai mis dans le truc? Parce qu'on a effectivement un problème là aussi, alors qui n'est pas un problème identique au précédent. On a effectivement deux personnes qui se voient, un expéditeur et un destinataire. On est plutôt là, effectivement, cette fois-ci uniquement dans le B2B. La difficulté du ICMR, on verra que sur le plan juridique, c'est un peu la même chose que les deux autres points, c'est pour ça que je fais un point commun sur les trois systèmes. C'est qu'on n'a pas de trace papier, et qu'il y a la lettre de voiture qui figure sur un engin comme ça, évidemment, est extrêmement complexe à annoter, à signer, à émarger et à mettre des réserves. Donc c'est effectivement, ça tourne finalement à la livraison sans contact. C'est tellement compliqué qu'on regarde le truc, le mec dépose et puis on se dit on verra plus tard comment gérer le problème. Mais c'est toujours un problème. Alors ces trois pratiques sont intéressantes, je ne les dis pas. En revanche, évidemment, je ne sais pas où je vais l'apprendre, le droit est toujours un petit peu en retard sur les nouvelles technologies, et typiquement c'est dans le cas présent. Tout ça remet en cause les fondamentaux juridiques de ce qu'est la livraison, les classiques de la livraison, donc c'est ce que vous avez dans les contrats types. La livraison est effectuée entre les mains du destinataire désigné, figurant sur le document de transport. Le destinataire peut formuler des réserves précises, écrites et motivées sur l'état de la marchandise et la quantité remise. C'est le principe archaïque. Quand je fais des formations sur le transport actif, c'est ce qu'on dit à tout le monde, c'est ce que je dis à mes élèves. Voilà, c'est dans un monde idéal, rêvé, le monsieur arrive, il dépose le colis, on regarde, on contrôle, on sort un papier, on signe, on émarge, on met correctement le colis abîmé, manque de colis, ça. Dans un monde idéal, c'est comme ça que se passe la livraison. Dans le monde du transport, c'est comme ça que se passe la livraison et comme ça qu'elle doit se passer. Voilà. Ça c'est le contrat type température dirigée, mais c'est exactement la même chose. Hein. Dès que la personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant les documents de transport. Donc on voit qu'on est sur une double culture qui est importante, qui est la culture du contradictoire, c'est-à-dire deux personnes se rencontrent, un destinataire et un transporteur, enfin un conducteur, et on est sur la trace écrite. Ce qu'on n'a plus évidemment avec ces trois éléments. Donc classiquement en livraison, on a ce qu'on appelle un phasage entre la remise physique de la marchandise, donc la remise de la marchandise au destinataire, et ce qu'on appelle son acceptation juridique, je vous l'ai dit, contrôle contradictoire, émargement de la lettre de voiture, on livre, on signe, et ça se passe très bien. Bon, mais ça c'était avant, comme dirait l'autre. Alors évidemment, le process change, avec ces types de livraison, ces nouvelles livraisons, le process change. Alors, c'est quoi le risque principal? Le risque principal, vous le voyez, que ce soit en ICMR, en livraison sans contact, en livraison SAS, etc., c'est qu'effectivement, les réserves et les commentaires faits par le destinataire sur l'état de la marchandise livrée sont faits postérieurement au départ du conducteur, dans un cas comme dans l'autre. Dans les deux premiers cas, parce que de toute façon, dans le premier cas, le conducteur il est là avant et forcément il n'y a pas de phasage. Dans le deuxième cas, qui est la mode Covid, comme les gens se voient à distance, ils n'ont pas le temps. Donc le mec il dit voilà je pose le colis, vous signez rien, le gars il est parti, vous allez récupérer votre colis, mais quand vous récupérez votre colis, le gars il est déjà monté dans sa camionnette, il est déjà parti. Et la ICMR pose effectivement le problème de l'obstacle. Alors moi je suis un fan de la ICMR, c'est pas le problème, hein, c'est très bien, sauf que évidemment la ICMR pose le problème effectivement de l'interface
numérique, qui n'est pas une interface d'une convivialité absolue et qui va poser effectivement un certain nombre de soucis à des gens qui ont... voilà, un destinataire, il vient avec son crayon, avec son stylo, vous mettez ça sous le nez, c'est un peu compliqué. Alors, ça se fait dans la messagerie, hein, UPS le fait depuis longtemps, DHL, FedEx le font depuis longtemps, ça, mais bon, c'est du petit colis, c'est du petit carton, c'est du B2C généralement. Si vous avez 4 palettes qui arrivent, voilà, vous n'aurez pas le temps. Donc on a un risque majeur, effectivement, c'est qu'on perd cette notion de ce que j'appelle le contrôle contradictoire, en tout cas le contrôle fait à l'instant d'un marchandise. On va me dire, on s'en fout, ça change, ben oui, ça change quand même. Ça change fondamentalement la donne sur le plan juridique, et c'est là que je dis que le droit, évidemment, est décalé par rapport. Qu'est-ce que ça change? Ça change sur le fait que, lorsque vous faites des réserves, on va distinguer dans le droit les réserves qui sont faites à réception et de manière contradictoire, et les réserves qui sont faites après réception et qui ne sont plus réputées contradictoires. À réception, c'est l'idéal. On est dans un constat contradictoire, on fait des réserves sur la voiture, je ne sais pas faire un cours sur les réserves, mais les réserves sont réputées, sont conformes, écrites, machin, valables. Donc je vous rappelle que les réserves sur réserve, des valages de contrôle ne servent à rien, mais bon, j'ai un colis qui est écrasé, abîmé, etc. Donc j'ai des réserves qui sont extrêmement conformes. Si ces réserves sont conformes, le principe du droit des transports en France, et en CMR, hein, c'est le même principe, c'est le principe de responsabilité du transporteur, c'est-à-dire la présomption de responsabilité. Si la marchandise a été abîmée, s'il y a des manquants, on peut engager la présomption de responsabilité du transporteur, et donc ça va être à lui d'apporter la preuve que c'était pas de sa faute, il y a une météorite qui est tombée sur le camion, l'emballage qui vaut rien, le chargement qui n'était pas fait correctement, etc. Mais en attendant, on a une présomption de responsabilité du transporteur. Et donc, effectivement, dans la gestion opérationnelle de litige, c'est le transporteur, de par son obligation de résultat, qui est donc présumé responsable et qui devra se dégager de cette présomption. Ce n'est pas la même chose. Il est présumé responsable jusqu'à ce qu'il prouve qu'il ne l'est pas. Dans le deuxième cas, la jurisprudence et le droit des transports dit une chose totalement différente. Qu'est-ce qu'elle dit? On n'a pas de contrôle contradictoire, on a des contrôles des effets a posteriori. Donc, on peut toujours, en tant que destinataire, faire valoir son mécontentement sur la livraison. Et donc, ce qu'on appelle édicter les fameuses réserves que vous pouvez faire par lettre recommandée, alors dans des délais qui sont quand même très courts. Hein. Alors, les réserves, c'est un délai de constatation des dommages. Donc, vous pouvez, en tant que destinataire, constater les dommages, même une fois le conducteur parti. Attention, dans des délais extrêmement courts, puisque en droit français, c'est les fameux 3 jours francs ouvrables. En CMR, les dégâts apparents doivent être constatés à réception et les dégâts non apparents dans les 7 jours. Bon, donc on a des délais, ces délais c'est la forclusion. Mais on peut, juridiquement, en tant que destinataire, faire une constatation des dommages, postérieurement au départ du conducteur, il n'y a pas de souci, c'est légal, c'est autorisé, enfin en respectant les délais. Sauf que ça, on ne vous le dit pas assez dans les cours de droit des transports, c'est que ça change la donne. Ça change la donne dans ce sens qu'on va parler de notion de renversement de la preuve. Le principe du renversement de la preuve, c'est que la livraison physique a eu lieu, il n'y a pas eu de réserve émise sur la lettre de voiture, et donc, fondamentalement, on est ce qu'on appelle sur une présomption de livraison conforme. Et donc, en fait, le transporteur a fait son boulot, il est plus présumé responsable, et c'est au destinataire d'apporter la preuve que la marchandise a été abîmée pendant l'opération de transport. On vous livre du matériel informatique, classiquement, on vous livre du matériel informatique, il est rare qu'on déballe le matériel informatique, on le branche pour savoir si l'ordinateur fonctionne. Généralement, quand vous allez brancher votre ordinateur, le conducteur, ça fait longtemps qu'il est parti. L'ordinateur ne fonctionne pas. Si vous vous rendez compte de ça immédiatement, vous pouvez effectivement émettre des réserves sur la voiture en disant livrer un ordinateur qui ne fonctionne pas. Vous comprenez bien que si on gardait le principe de présomption de responsabilité du transporteur, ça veut dire que les transporteurs devraient livrer tous les ordinateurs qui ne fonctionnent pas de livraison. Et on peut compliquer pour lui. Voilà. Suffisamment été, voilà, que c'est qu'être homme, on ne peut pas demander à un transporteur d'être restreint. Voilà. Donc, ce que dit le droit, c'est, ben oui, d'accord, l'ordinateur ne marche pas. Oui, c'est le dernier qu'il a mis en main, c'est les transporteurs. Mais attention, vous avez fait le constat 2 jours après que votre ordinateur ne marchait pas. Attention, vous le notifiez sur la lettre de voiture par exemple, mais attention, c'est ce qu'on appelle le renversement de porte, c'est à vous d'apporter la preuve que l'ordinateur a été abîmé pendant l'opération de transport. Alors, sauf à mandater un expert spécialisé de l'analyse des chocs, enfin bon, vous allez dépenser 3 000 € pour un ordinateur qui en vaut 400, donc non, ça ne vaut pas le coup. Donc évidemment, ce que font la plupart des fournisseurs,
Oui, effectivement, bah oui, vous avez raison, voilà, c'est forcément. Mais juridiquement, effectivement, le transporteur, il est plus à l'aise, puisqu'il n'a pas. Lui, il a plus. Dans le premier cas, il faut qu'il se défende. Là, il n'a pas à se défendre. Hein. C'est le destinataire d'apporter la preuve. Donc ça, c'est extrêmement important là-dessus. Là, c'est ce que je dis ici. J'ai livré de la marchandise. Moi, je suis transporteur. J'ai livré de la marchandise. J'ai fait mon job. À vous, destinataire, de me prouver que le litige a lieu pendant le transport. Alors, pour les ordinateurs, on ne le fait pas. Pour les boîtes de concert, ça va être compliqué, etc. Bon, évidemment, si vous livrez un IRM médical à 400 000 €, ça peut être le coup de savoir quand même si l'IRM ne marche pas, s'il y a pas eu un choc au moment du transport. Une mission pour un client qui transportait du matériel électronique à 60 000 €, quand il y avait un problème à réception 2 jours après, on regardait quand même, l'expert regardait s'il n'y avait pas eu un choc au niveau des transports. Mais on est sur des valeurs marchandises qui sont généralement pas tout à fait celles auxquelles vous êtes habitués. Voilà. Donc le contrat type de 2017 valide ce principe, puisqu'il stipule dans son article 9.3, à défaut de remise au transporteur avant son départ, donc avant le départ du conducteur, et sous réserve qu'il est confirmé au donneur d'ordre la remise de la marchandise, il y a présomption simple de livraison. Alors reste le cas particulier du conducteur qui est pressé, qui veut se barrer et qui ne veut pas remplir le truc, mais ça c'est un autre débat, mais ça arrive aussi. Ça arrive quand même, ça peut arriver le conducteur pressé qui ne vous laisse pas le temps de contrôler, qui s'en va. Avant qu'il s'en aille, il faut au moins notifier une chose sur la lettre de réserve, c'est que le conducteur n'a pas voulu assister au contrôle. Tout ce que vous allez écrire après le départ du conducteur, c'est emmerdant. Il faut vraiment, tu ne veux pas contrôler, tu n'as pas le temps, ok, mais tu prends quand même 2 secondes et je note sur la lettre de voiture que tu ne m'as pas laissé. Et donc dans ce cas-là, c'est différent, parce que la jurisprudence considère que le destinataire, le transporteur a privé le destinataire de son capacité de contrôle, et dans ce cas-là, le transporteur ne pourra pas invoquer l'exonération de responsabilité. La lecture du Lamy Transport le soir à 11h pour s'endormir est excellente quand on lit effectivement les 20 pages concernant toutes ces problématiques. Mais l'enjeu est important, c'est là-dessus. Alors, évidemment, le risque étant qu'à travers ce process-là, on a un phénomène effectivement de déresponsabilisation du transporteur. La tentation est grande pour le transporteur de rentrer dans des process où il n'y a pas de contrôle contradictoire. Mais s'il n'y a pas de contrôle contradictoire, c'est embêtant. Alors, le contrat type... alors, quelle solution? J'en vois que 3. Alors, la première, c'est essayer de maintenir coûte que coûte le contrôle contradictoire. Alors, sur les SAS, ça va être un peu compliqué. Internet du palais du Pharaon qui s'énerve. C'est de maintenir le contrôle contradictoire coûte que coûte. Je pense notamment à ces livraisons sans mode Covid ou les livraisons de type ICMR. C'est compliqué, c'est facile. Alors, la réponse sur la livraison ICMR, elle est très con. Comme la connexion Internet. La livraison ICMR, il y a une façon de la contourner, alors on va dire qu'elle est absurde. Vous n'êtes pas obligé de notifier des réserves sur les lettres de voiture. La case réserve des lettres de voiture n'est pas une case réglementaire. Ni la CMR, ni l'article 132.9 du Code du commerce, ni l'arrêté du 20 novembre 1999 sur les lettres de voiture n'imposent effectivement, ne donnent un caractère juridique à la case réserve. Ce n'est absolument pas d'ailleurs une mention obligatoire des lettres de voiture, retenez-le. La mention case réserve sur les lettres de voiture n'est pas une mention obligatoire réglementaire. C'est une mention qu'on a ajoutée parce que c'est commode, mais ça n'a rien de dimension réglementaire. Donc on peut effectivement émettre des réserves sur des documents papier connectés. Alors on va dire c'est intéressant, on a une CMR, on a un document papier à côté. Mais effectivement, c'est une solution qui consiste donc à... Attention, si vous mettez des réserves sur un papier libre de manière concomitante à la CMR, il faut qu'on retrouve quand même sur ce papier libre un certain nombre de choses, le nom du transporteur, son adresse, car en fait, on se retrouve à dupliquer la lettre de voiture format papier là-dessus. Alors, une solution peut-être contournée à l'effectif, vous faites sur un papier libre, puis vous prenez une photo du papier libre, ce qui permet généralement de générer dessus. Si demain vous avez à travailler sur des ICMR électroniques, par pitié, choisissez des solutions où il y a un système de photo intégré. Je ne sais pas, je vous en êtes. Mais si demain vous avez à choisir des solutions ICMR, il est indispensable d'avoir des solutions ICMR avec enregistrement photo intégré. Parce que l'intérêt de l'enregistrement photo intégré, c'est qu'elle va phaser la photo avec la remise de la lettre de voiture. Là, pour le coup, vous êtes tranquille. Donc
surtout... Alors, il va falloir effectivement transformer les réceptionnistes en photographes et les conducteurs en photographes, mais effectivement, on va générer énormément de photos, ça va de soi, hein, ça ne peut pas faire autrement. Mais ça permet quand même de maintenir. Donc effectivement, ben, oui, j'ai les gros droits, oui, j'ai un gant, oui, je suis dans le surgelé, oui, j'ai un gant énorme, et effectivement, je ne vais pas pouvoir mettre des réserves à réception en disant, voilà, la température n'est pas conforme. C'est évident. Ben, bon, on prend un bout de papier, on note, et on joint la ICMR avec la photo du bout de papier, et déjà, on maintient le principe du contrôle contradictoire à réception. En tout cas, ça me paraît aujourd'hui la solution la moins mauvaise là-dessus, sauf après à imaginer que les logiciels CMR notamment travaillent, ce qui est peut-être plus intéressant, sur des réserves à choix obligatoire, avec des menus déroulants, tel type de... Moi je l'avais indiqué à des fabricants de lettres électroniques, mettez un menu, vous identifiez 80% des litiges qui sont les plus fréquents, et vous mettez un menu déroulant, il suffit de cliquer oui, non, tel type de litige, etc. Un menu déroulant, où là on n'a plus à noter, mais on a juste à enregistrer un petit point noir sur quel est le type de litige qui a été constaté. Bon, je pense que ça va bien, ça va se perfectionner, ça en fil du temps, on va apprendre des choses. Bon, maintenez le contrôle contradictoire. Alors, la deuxième solution qui est importante, c'est d'intégrer les dispositions du contrat type sur les modes de livraison et les aménagements. Ces modes de livraison du contrat type, le contrat type, je rappelle, est supplétif, donc vous pouvez effectivement extrêmement le contourner. Les dispositions du contrat type, notamment sur les livraisons en SaaS, sont des livraisons un peu ubuesques, où effectivement, dès que le transporteur a livré la marchandise, il envoie un mail au destinataire, au expéditeur en disant « j'ai livré la marchandise », hop, présomption d'une livraison conforme. 3 ans après, on ouvre le truc, et on sait pas. Attention, les dispositions du contrat type sont à caractère supplétif, donc vous pouvez, dispositions-là ne sont pas des éléments du code du commerce ou de la CMR. Vous pouvez les contourner, les difficultés, et avoir un cahier des charges qui est un petit peu différent, en disant bah, attention, nous, on ne validera que lorsque le destinataire aura bien opéré le contrôle de la marchandise, aura bien effectué les contrôles, etc. Mais ça nécessite effectivement de travailler son cahier des charges et de faire amender son cahier des charges, son contrat de transport, pour intégrer un paragraphe sur les livraisons sans contact ou ICMR, parce que c'est important là-dessus. Si vous le dites en amont au transporteur ce que vous allez faire, c'est important. Donc il faut effectivement travailler sur des clauses spécifiques dans les cahiers des charges et contrats de transport si vous êtes confronté, je vous ai des gens comme vous qui avez des livraisons en SaaS régulièrement, et on intégrer ça dans les contrats de transport ou les clauses spécifiques qui permettent effectivement aux transporteurs d'avoir un cadre différent que celui du contrat type. Entre nous, le contrat type est plutôt un document protecteur et en faveur du transporteur, donc, mais comme il n'est pas de caractère obligatoire, vous pouvez très bien l'amener. Bah, la troisième solution, bah, je l'ai dit, hein, c'est de multiplier les apports de preuves. Voilà. Aujourd'hui, certaines grandes anciennes, alors pour 2 raisons, alors qui sont concomitantes et qui ne sont pas inintéressantes, notamment pour la partie SaaS, l'équipe de SaaS, des SaaS de caméra. La caméra permettant d'enregistrer le mode de contrôle et permettant également, au passage, je change de casquette, de résoudre un problème juridique qui est la protection du travailleur isolé. Un conducteur qui livre un SaaS à 3h du matin est ce qu'on appelle un PTI, donc travailleur isolé. Et donc il a besoin d'avoir un encadrement du code du travail qui s'appelle la protection du travailleur isolé, la PTI, lui permettant notamment, en cas de difficulté, de pouvoir alerter sa base en temps réel, alors avec un boîtier, etc. Donc c'est vrai que mettre des caméras sur des SaaS, ça permet de résoudre un double problème. L'enregistrement réel de la façon dont s'est passée la livraison, et d'offrir une garantie à la protection du travailleur isolé. Souvent, en plus, les SaaS sont obligés de se fermer. Imaginez, si le mec est dans le SaaS, la porte se ferme par les gardes, il est coincé derrière. Bon, vous allez me dire, ils ont toujours un téléphone portable, mais c'est justement le moment où on a laissé son téléphone portable dans le camion. Il va pas rentrer 2 heures. Enfin bon, on pense toujours jamais à ça, mais ça peut arriver. Donc évidemment, ça permet de la caméra de résoudre un double problème, puisqu'il va faire évidemment les photos, je l'ai dit, il faut systématiser les photos. Et puis au pire, alors je l'ai dit effectivement sur des matériels sensibles et onéreux, évidemment, il ne faut pas hésiter à déclencher des expertises. Voilà, c'est toujours fini, je vous enverrai les présentations, puisque moi j'ai la liste de tous les gens qui participent aux conférences, on recevra les 3 au passage, même si vous avez participé, qu'il y a 1 ou 2, tout le monde recevra les 3, je les enverrai là, dans les jours qui viennent. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Oui. La livraison type Covid, oui. Est-ce que c'est amené à s'arrêter avec le Covid? En B2C, je pense pas. En B2B? En B2B, j'y crois pas. Mais pour l'instant, le décret est toujours appliqué. Hein. Oui, c'est ça.
Le décret est toujours appliqué puisque cette livraison mode Covid a été mise en place dans le décret mesures sanitaires, donc suite à la loi sur l'urgence sanitaire de mars de l'année dernière, donc fin mars, le 22 mars, je crois, de l'année dernière a été pris le décret Covid. Maintenant, nous sommes dans un décret sortie de crise, sortie de Covid, mais l'article a été repris dans une extension et il est toujours d'application, y compris en B2B. Mais on peut penser que ça va s'arrêter. Parce que c'est le vrai sujet, hein, pour nous. Je ne suis pas ministre des Transports, donc je ne peux pas répondre à la question, j'espère aussi. J'ai voté pour vous. Là. Je sais pas, j'espère aussi. Oui. Alors, est-ce qu'il est vraiment appliqué en B2B? Je ne sais pas, vous avez quand même encore des transporteurs qui cassent les pieds sur je veux pas que tu me touches, etc. C'est le chauffeur. C'est la problématique du chauffeur. On n'entend pas sanitaire, mais on peut peut-être remplacer. D'autres questions, remarques? D'autres questions, remarques? Bon, faites attention parce que, enfin je le dis, je le redis, bon, ça paraît anodin comme sujet, ça paraît un peu pointu, mais l'enjeu il est clair, c'est ces systèmes de livraison où effectivement on n'a pas un contrôle contradictoire fait à réception, est un système qui vise quand même à alourdir la charge de la preuve sur le destinataire et l'expéditeur et vont compliquer la tâche de vos ADV, responsables appro, responsables litige, etc., puisque ça va être à eux d'apporter la preuve. C'est quand même beaucoup plus simple quand on n'a pas apporté la preuve du litige que l'inverse. Donc c'est vrai que vous arrivez... Alors je pense notamment aux expressistes qui vont de plus en plus s'habituer sur ce principe en disant que, voilà, que vous n'étiez pas là. Oui, à deux, pardon. Quand on a un litige de non-paiement, est-ce que la ICMR a les mêmes propriétés légales que le sans-papier? Alors, c'est une bonne question. La ICMR a été conçue pour avoir les mêmes propriétés légales que la CMR classique, c'est-à-dire qu'elle a normalement deux caractéristiques, c'est-à-dire qu'elle a un enregistrement en temps réel et comprend les mêmes notions que la CMR normale. Donc, c'est-à-dire qu'à réception, lorsque le conducteur va émarger la lettre de la ICMR ou le destinataire, c'est transmis automatiquement sur une base de données centrale à laquelle... Alors, l'intérêt de la ICMR, typiquement, c'est que d'abord vous avez un archivage immédiat des CMR, ce qui est là, au passage, je vante quand même les avantages de la ICMR. Je mets l'avant sur les problèmes que ça pose, mais évidemment, c'est un avantage. C'est que vous avez un archivage électronique des ICMR, et vous avez surtout un retour d'information instantané de la CMR, ce qui n'est pas le cas en mode papier, puisque le mec, il faut qu'il ramène le truc qui scanne, machin, blabla, etc. Faites attention aux anciens cahiers des charges des transporteurs qui ont tendance généralement à faire des frais pour scannage de CMR. On connaît la malignité de certains transporteurs qui continuent à vous facturer les scannages de CMR alors qu'ils ont les CMR par à côté. Mais oui, effectivement, ça fonctionne et ça n'apporte pas de problème. En plus, en temps réel, c'est quand même plus confortable. Oui, monsieur. Oui, j'avais juste une question par rapport aux fameuses livraisons de colis qui sont posées devant la porte. Dans tous les cas, le destinataire peut très bien se contester et dire qu'il n'a jamais reçu le colis. Alors, c'est la seule solution possible, c'est le fait qu'il n'y a pas reçu. La difficulté qu'on a sur ces types de livraisons, puisque je les pratique en tant qu'utilisateur, et donc je me bats souvent avec les transporteurs qui me prennent pour un blaireau, je leur explique que je fais le même droit d'avancement, ça me permet d'avoir des discussions assez animées avec les services SAV, l'Amazon, Conrad et compagnie. Vous n'étiez pas là? Bah oui, j'étais pas là. C'est clair, j'étais pas là. D'abord, je rappelle que vous avez mon numéro de téléphone, vous aurez pu m'appeler, mais ça, c'est une autre paire de manches. Je dis, mais vous avez de la chance, je vous dis que je l'ai reçu, mais moi, je peux très bien dire que je ne l'ai pas reçu. Alors, l'avantage de ne pas l'avoir reçu, c'est que vous prolongez le délai de forclusion, puisque, voilà. Et il va vous répondre, mais apportez-nous la preuve que vous l'avez pas reçu. Ouais. Alors, retenez quand même qu'en jurisprudence, normalement sur les cahiers des charges, le système est normalement pas préconisé. Donc, sauf s'il y a un accord tacite, accord explicite du destinataire pour qu'on le mette sur le paillasson, la mise d'office sur le paillasson n'est pas conforme aux règles de jurisprudence. Et donc, effectivement, c'est une erreur de la part du transporteur.
Enfin, il faut se battre, il faut dire, ouais, c'est une erreur de votre part. En plus, ce que font les mecs de manière extraordinaire, c'est qu'ils autosignent des lettres de voiture. Oui, bien sûr. Eh oui. Donc là, en revanche, il y a quelque chose qui ne mange pas, c'est qu'à un moment ou un autre, de toute façon, il faut que le destinataire apporte la preuve qu'il y a eu lieu avant ou après que le destinataire a quand même émargé la lettre de voiture. Et là, c'est la grande coïncidence. Donc si jamais ils vous disent ça, moi je dis d'accord, mais où est ma signature? Pas d'émargement du destinataire, donc comme il n'y a pas d'émargement du destinataire, c'est une erreur. Sauf si le destinataire a explicitement accepté la remise sur son paillasson. Mais normalement, ils sont censés vous demander l'autorisation. S'il n'y a pas d'autorisation, pas d'émargement. Ça veut dire quoi? Pas d'émargement. Que ce soit sur une lettre de voiture électronique ou sur une lettre de voiture papier, l'absence d'émargement du destinataire ne met pas fin au contrat de transport. Et donc la marchandise est toujours sur la responsabilité du transporteur. C'est le seul argument qu'on peut évoquer. Et j'ai eu le cas aussi avec quelqu'un, le colis a été balancé par-dessus le portail. Oui, ah bah oui, oui. Et lui, il a reculé avec sa voiture, il a écrasé le colis. Il va pas rentrer en dessus. Alors, là, il vaut mieux dire qu'on n'a pas reçu le colis. Parce qu'effectivement, typiquement, ben voilà, si vous dites que vous avez reçu le colis, vous avez émargé, présomption de livraison simple, effectivement, j'ai 3 jours pour faire valoir, mais le juge va dire qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où vous l'avez reçu et là. Dans le cas présent, en plus, le monsieur l'ayant écrasé avec son autre truc, c'est un peu compliqué. Donc, il vaut mieux dire qu'on n'a pas reçu dans ce cas. Oui. Sur la palette complète, est-ce que la bande de garantie ou la coiffe a une valeur juridique? Alors c'est un autre débat intéressant. Évidemment, ça c'est un vrai questionnement, parce que la livraison sans contact, de toute façon, pose le problème de l'unité qui va être contrôlée. Donc la livraison sans contact renvoie à l'exercice classique de la jurisprudence, c'est-à-dire que la jurisprudence a estimé qu'un colis étant une palette, quoi. Et donc en l'absence de dénombrement, parce que là effectivement on ne peut pas dénombrer, évidemment, puisque personne n'est là, ou qu'il n'y a pas de contrôle, ou que c'est fait machin, comme on ne peut pas dénombrer, la responsabilité du transporteur restera ce qu'on appelle l'unité logistique. Et donc, effectivement, c'est le nombre de cartons dedans. Les bornes de garantie apportent pas grand-chose dessus. J'ai connu dans ma longue carrière des camions déplombés et replombés. Hein, donc, la confiance vis-à-vis de vos amis transporteurs n'exclut pas de temps en temps un minimum de méfiance et de contrôle. Et dans le cas où c'est livré, pas chez le bon destinataire, mais chez le voisin ou dans une autre rue. C'est possible, il faut un mandat explicite vis-à-vis du voisin. Ça, c'est une erreur classique des messagers. Mais dans des cas, c'est déposé chez le voisin à côté. Ouais. Est-ce que dans ce cas, du coup, auto-signé par le conducteur? Oui. Est-ce que le point GPS, la géolocalisation, ça peut... Non, mais si c'est signé par les... Alors, il y a 2 cas. Soit c'est signé par le conducteur, et on revoit ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas auto-signer de l'aide de voiture, ça ne vaut pas émargement du destinataire, donc ça ne vaut rien. Donc que ce soit chez le voisin ou chez vous, ça ne vaut rien. Donc, c'est une marchandise. Il y a des croix, des fois. Voilà, oui, il y a des croix. Mais ça, voilà, mais ils s'en sortent. Le problème de tout ça, c'est qu'il faut se battre, quoi. Il faut se battre, il faut renvoyer sur des litiges, ouais, alors les fournisseurs sont souvent sympas, mais des fois il y a des fournisseurs qui vont commencer à craquer quand même, hein, sur le système. Moi j'ai fait quand même pas celui-là, mais j'ai commandé un ordinateur portable, j'habite à la campagne, le mec il me l'a laissé dans un carton alors qu'il flottait. Enfin bon, c'est un truc quand même extraordinaire quand même. Alors si vous le livre le voisin, en fait le problème c'est est-ce que le voisin va signer ou pas, quoi. Alors là encore, le voisin il vaut mieux qu'il ne signe pas, parce que s'il ne signe pas, tout le monde n'a rien reçu, donc c'est bon. Si le voisin signe, de toute façon, vous avez comme argument de demander que vous dites que vous n'avez pas donné mandat. Non, il est censé demander mandat au voisin, comme à la poste, hein, le même principe, quand vous allez chercher un recommandé, que vous donnez, vous ne pouvez pas y aller, que c'est votre fiston, votre mère, votre épouse, votre mari qui va, et vous signez, enfin à la poste, pour ça, respecte parfaitement les règles du droit des transports, vous fait signer une lettre avec remise de la pièce d'identité, et vous avez mandat, vous donnez mandat à monsieur ou madame machin de récupérer le colis à votre place. C'est pareil au droit des transports, on peut très bien faire émarger un truc. Les concierges, les quelques concierges qui restent encore dans les immeubles le savent. Vous avez des concierges très affûtés, j'en ai eu un il y a très longtemps, qui disait moi je vous récupère les colis, monsieur Mérandin, il n'y a pas de souci, mais vous me donnez un mandat. Et le concierge avait des mandats de tous les locataires en disant je récupère le colis que si j'ai un mandat. C'était nickel, j'en ai connu quand même. Mais effectivement, le concierge n'est pas censé recevoir un colis tel que, sauf s'il a un mandat explicite de la part du locataire ou du propriétaire.
rigolo le droit des transports. Dans le cas où le destinataire a signé un document qui autorise le transporteur à le laisser en son absence, en cas de problème, de recours, du coup c'est bien au destinataire de faire la preuve. C'est tout destinataire, voilà. Ben oui, on a un renversement de la preuve, c'est-à-dire que le transporteur va livrer il y a une autorisation explicite de livrer le colis pas de porte ou sur le magasin. Donc il y a un engagement contractuel qui a été pris et qui est valable, hein, parce que moi rien dans le code du commerce n'interdit que vous ne pouvez pas signer ce type d'accord, hein, il n'y a pas de souci. Vous signez un accord, ce qu'on appelle un accord litige, hein, c'est une forme d'accord litige, qui est signé entre vous et entre le donneur d'ordre et le transporteur. Le destinataire n'est pas là, est de mauvaise foi, écrase le carton, etc. Le problème, effectivement, c'est que ça va être à lui d'apporter la preuve. Alors, ce que le destinataire vous dira, c'est que je ne suis pas forcément au courant de votre accord litige avec vous. Sauf que le code des transports est clair, le transporteur, le destinataire et l'expéditeur sont garants, sont partie prenante du contrat de transport. Alors, attention quand même à une chose, j'insiste, c'est vraiment de différencier les particuliers des professionnels. Sur un particulier, il gagnera toujours. Parce qu'on considère en droit des transports que la protection du particulier est plus couverte par le code de la consommation que par le code du commerce. Le code du commerce ne concerne pas les particuliers. Je précise, le code du commerce ne concerne pas les particuliers. Le code particulier n'est pas tenu par l'article 138 du code du commerce puisqu'il n'est pas professionnel. Sauf s'il est travailleur indépendant, plombier, etc. Mais un vrai particulier, M. Méroninck en tant que particulier, même s'il n'est pas commerçant, et donc on ne lui applique pas le principe du code du commerce, mais celui du code de la consommation. Et là, il gagnera. Il vous dira, mais moi, je l'ai pas reçu, etc. Donc, ça, c'est bien. Faites ce type d'accord uniquement en B2B, pas en B2C. Et est-ce qu'on peut mettre une clause de décharge qu'en cas de problème, le destinataire s'engage à ne pas venir... Ça ne marchera pas vis-à-vis des particuliers. Mais en B2B, vous pouvez. On peut. Et ça a valeur... Oui, moi, c'est pas interdit par le code du commerce, donc il n'y a pas de souci. Hein. Moi, si le destinataire il veut se tirer pas dans le pied, c'est son problème, hein, mais il n'y a pas de problème. Moi, je ne signe pas en tant que destinataire, même en B2B, hein, mais... Nous, on a des clients qui nous demandent. Bon, ouais, les travailleurs indépendants, les plombiers, les machins, ouais, c'est vrai que les maçons, le petit gars, c'est plus commode pour lui. Mais effectivement, il prend un risque énorme, c'est qu'ayant accepté ça, il ne peut pas aller invoquer après le fait que... Voilà. Mais c'est pas bien dans le code du commerce, hein, pas du tout en code de pas vis-à-vis du particulier. Oui. Je voulais savoir si vous avez connaissance de la possibilité d'utiliser l'ICMR sur des lettres de crédit. Je m'accorde toujours des jokers dans ces formations, et là, je n'ai pas la réponse à donner en tant que telle. Ça nécessiterait pour moi de me renseigner un peu plus sur le process. On peut, d'ailleurs, poser la question un jour. Je ne sais plus, je crois qu'on va parler. Voilà, typiquement, le genre de questionnement qui nécessite quand même... Alors, je sais où est la réponse, je peux trouver la réponse. Là, de mémoire, non. C'est un cas assez particulier. Bien, mais merci à vous, merci de votre présence, et puis l'année prochaine, nous serons à l'occasion de voir.